Bonjour à tous, premier cours de prépa, donc de MPSI, sur les signaux électriques dans l'ARQS. Alors l'ARQS, ça sera un truc fondamental. Vous avez là sur les notions qui vont être abordées lors de ce cours, avec les lois de Kirchhoff qui sont ce qu'on va appliquer donc, dans les exercices. Et on va commencer par définir donc, la notion de charge électrique. Donc une charge électrique, c'est une grandeur physique, un petit peu comme la masse est une grandeur physique donc pour les objets qui sont soumis aux interactions gravitationnelles. Ici, la charge électrique, donc, qui sera notée Q en général, donc, est une grandeur physique qui va être le reflet finalement donc, des possibilités d'interaction donc électrostatique ou électrique de façon un peu plus générale. Cette grandeur physique s'exprime en coulombs. Donc là, c'est ce qui est écrit à l'écran pour l'instant et ce qui va accélérer donc, énormément donc, dans quelques secondes. Cette charge électrique, lorsqu'elle sera en déplacement, enfin tout au moins les porteurs de charge électrique, lorsqu'ils seront en déplacement, seront à la source de ce qu'on va appeler donc un courant électrique. C'est la définition qu'on va voir tout à l'heure. Donc en termes de charge électrique, il faut savoir qu'il y a la charge élémentaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu isoler donc une charge plus petite que celle-ci, qui vaut 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, qu'on note petit e en général. Et tout porteur de charge porte un nombre entier relatif de cette charge élémentaire. Par exemple, pour un électron, c'est moins E puisque c'est négatif. Pour un proton, c'est plus E puisque c'est positif. C'est le cas de l'ion H+. Et quand on prend un ion un peu plus complexe, par exemple SO4 c'est-à-dire l'ion sulfate, on voit bien donc, dans son écriture qu'il porte deux charges négatives, c'est-à-dire deux charges élémentaires négatives, donc moins 2 E en termes de charge électrique qui s'exprime donc en coulomb. Cette charge électrique, bien, elle se conserve, un peu, je dirais, comme elle est de la masse, elle n'est ni créée ni détruite, donc ça c'est une sorte de postulat. On peut le remarquer ici dans l'équation de la déshydratation donc, du sulfate de cuivre. Lorsque l'on chauffe, ici on voit bien que sous forme ionique, deux charges positives pour Cu de plus, deux charges négatives pour SO4 de moins, et CuSO4, substance solide qui a une charge nulle. Au niveau donc, macroscopique, les charges électriques seront donc de l'ordre de la mole, c'est-à-dire à 10 puissance 23 entités, ce qui nous permet de considérer que cette grandeur, donc la charge électrique, peut varier continuellement, puisque chaque charge électrique, si on en prend 10 puissance 23 entités, on imagine bien que le passage de l'une à l'autre, ça se fait de façon continue. Donc le courant électrique, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un déplacement donc, de porteurs de charge. Alors il faudra se méfier en deuxième année, il faudra faire attention par rapport à quel référentiel on envisage ce déplacement de porteurs de charge. Alors deux grandes catégories, dans les métaux ce sont les électrons qui sont ces porteurs de charge et dans les solutions les ions. On caractérise donc ce déplacement donc, de porteurs de charge par l'intensité, c'est-à-dire le débit de charge à travers une section donnée. I sera défini par delta Q sur dt, ce qu'on pourra noter de façon peut-être un peu abusive Q point ou dQ sur dt, tout en rappelant que delta c'est une quantité infinitésimale, quelque chose qui est transporté, alors que petit d c'est pour une variation infinitésimale. Cette intensité s'exprime bien sûr entendu en ampères. Autre caractéristique du courant électrique, c'est la tension. Une tension, c'est ce qu'on appelle aussi une DDP, une différence de potentiel, donc entre deux points d'un circuit ou entre deux points d'un espace. Un potentiel électrique va traduire un petit peu l'état électrique dans lequel se trouve le point considéré, un petit peu à l'image d'une énergie potentielle de pesanteur. Ici, on pourrait parler d'énergie potentielle électrique. Les définitions sont très voisines, on verra ça donc un petit peu plus tard. En guise d'exemple bien connu, si on prend la base d'un nuage, donc un point A, la base du nuage qui est au potentiel VA, donc dans un certain état électrique, un point B qui est au niveau du sol, qui est un autre potentiel électrique, on aura entre ces deux points A et B une tension qui sera notée UAB, donc VA moins VB, qui va traduire donc une différence d'état électrique en ces deux points. Et si cette différence d'état électrique dépasse effectivement donc une certaine limite, en l'occurrence ici environ donc, le million de volts, eh bien l'air qui est un très bon isolant peut devenir conducteur. C'est ce qu'on appelle donc le champ disruptif de l'air qui a été dépassé, qui s'exprime en milliards de volts par mètre. Le vocabulaire, je vous laisserai le découvrir. Ça c'est un vocabulaire à maîtriser pour l'étude des circuits, donc je n'en dis pas plus, mais bien faire la distinction entre nœuds, branches, mailles, etc. Les dipôles en série, dipôles en dérivation, on y reviendra donc à la fin de ce cours. Deux grandes conventions, générateur et récepteur. Sur le premier schéma, vous pouvez voir que la convention générateur, on peut remarquer que U et I sont dans le même sens, et en convention récepteur, U et I sont en sens opposé. Il faudra faire attention dans ces conventions. Alors, point très important, la convention générateur est à utiliser pour les générateurs, la convention récepteur est à utiliser pour les récepteurs. Autre grandeur
bien plus importante que tout le reste, à mon avis. La puissance électrique, qui représente la vitesse à laquelle donc, une quantité d'énergie va être transférée. Donc on peut l'écrire comme une vitesse habituelle, P égale delta U sur delta T. Ça s'exprime en watts, delta U sur delta T, on voit que c'est en joules par seconde, et on a donc une équivalence entre le watt et le joule par seconde. En pratique, on va utiliser donc une autre définition, qu'on pourrait effectivement démontrer. La puissance, c'est le produit de la tension par l'intensité. Donc P est égal à UI de façon donc, assez, je dirais, primaire. Et quand on regarde un petit peu ça, P s'exprime toujours en watts, la tension en volts et l'intensité en ampères. Donc une autre équivalence, 1 watt, c'est 1 volt par ampère. Un lien est à faire avec les conventions générateurs et donc récepteurs dont on a parlé tout à l'heure. L'approximation des régimes quasi-stationnaires. Donc là, j'ai fait une représentation puisque comme un courant variable au cours du temps, c'est une onde. Là, on va raisonner sur une photo à un instant T, donc dans l'espace, où j'ai représenté l'intensité du courant électrique comme étant une onde. Donc c'est bien une représentation spatiale qui est là. Le cylindre en bleu, c'est le câble dans lequel effectivement l'intensité du courant électrique va circuler. Et si on regarde un petit peu, la longueur d'onde, effectivement représentée de ce câble, est caractérisée par lambda. Alors si on prend une toute petite longueur de câble, donc toute petite devant la longueur d'onde, c'est ce qui est représenté donc sur le schéma là, on va pouvoir considérer que sur cette petite longueur, on voit bien donc l'intensité sera la même partout sur cette petite longueur. C'est ça que l'on va retenir comme critère pour l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Donc si petit L est très petit devant lambda, alors l'approximation des régimes quasi-stationnaires sera vérifiée. Si on transforme un petit peu tout ça, donc il y a une relation que l'on connaît, donc la célérité des ondes, lambda sur t, longueur d'onde sur la période, des mètres par seconde, ou lambda fois mu, mu étant la fréquence, c'est égal à 1 sur t. On traitouille un petit peu donc cette égalité, on retrouve que il faut nécessairement que la fréquence du signal que l'on envoie dans le câble soit très petite devant C sur L pour être dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Donc typiquement, la célérité donc, des ondes électriques est de l'ordre de 10 puissance 8 mètres par seconde. Si on prend un câble de 1 mètre, ça veut dire que mu doit être inférieur à 10 puissance 8 Hz, c'est-à-dire grosso modo, quand on utilise le mégahertz pour des câbles de 1 mètre, on est dans ces conditions. Les deux grandes lois, loi de Kirchhoff, donc loi des nœuds et loi des mailles, peuvent s'écrire de façon très simple, la somme sur K des epsilon K IK égale 0, à condition de bien orienter les intensités du courant électrique avec epsilon K qui est égal à plus 1 si IK se dirige vers le nœud. Et même chose avec la loi des mailles, somme sur K des epsilon K UK égale 0, avec epsilon K égale plus 1 si UK est dans le même sens que l'orientation que nous avons choisie pour la maille. Attention, l'orientation de la maille est quelque chose d'arbitraire, il faut donc nécessairement un schéma pour appliquer donc ces lois. Il y a un certain nombre de dipôles fondamentaux qui sont à connaître. Alors le conducteur ohmique étant le plus simple d'entre eux. Donc un conducteur ohmique, c'est un dipôle de résistance R, à schématiser donc en convention récepteur, c'est avant tout un récepteur, donc c'est ce que j'utilise ici. La loi d'Ohm nous dit que U égale RI, c'est-à-dire qu'il y a proportionnalité entre la tension aux bornes de ce conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse. Il n'y a pas de raison que ça soit que dans le premier cadran. Là, je fais apparaître donc des limites supérieures où j'ai assuré un petit peu les choses, c'est-à-dire que, comme tout composant, il y a une puissance maximale à ne pas dépasser. Il ne faut pas mettre une résistance sous une trop grande tension, au risque effectivement donc de la détruire. Donc, il faudra donc bien se méfier à ça. Et en général, cette puissance maximale dépend finalement de la taille de ce composant. La puissance qui est dissipée donc, par effet Joule dans ce conducteur ohmique, c'est U fois I, d'après la définition de la puissance qu'on a vue précédemment. Si on remplace U par RI, ça nous fait du RI carré. Donc ça, c'est bien la puissance dissipée par effet Joule du conducteur ohmique. Oui, un conducteur ohmique, ça peut être utilisé comme radiateur, ça chauffe. Quand on a un fil électrique, c'est une sorte de cas particulier du conducteur ohmique. Pour ce fil électrique, on va pouvoir considérer que la résistance est quasiment nulle. On a une caractéristique, la résistance d'un conducteur électrique donc cylindrique, ρ L sur S, ρ étant la conductivité, en général c'est du cuivre. La conductivité du cuivre est très faible, la résistivité du cuivre est très faible, 10 puissance moins 8 ohm mètre, ce qui explique que ici sur un fil assez court, sa résistance pourra être nulle. Pour le condensateur, alors composant un peu particulier, le condensateur, donc c'est deux armatures qui sont séparées par un isolant donc, électrique ici.
On va donc avoir donc des charges qui vont s'accumuler sur les armatures positives et négatives de ce condensateur, plus Q et moins Q de chaque côté, toujours utiliser donc la convention récepteur même pour le condensateur, et on a une relation effectivement qui définit la capacité qui s'exprime en farad, Q égale C fois UC pour le condensateur. On remarquera que l'intensité que nous avons définie tout à l'heure, qu'on avait notée donc de façon peut-être un peu abusive Q point, comme Q est égal C fois UC, on aura donc pour un condensateur l'intensité qui va être reliée à la dérivée temporelle de la tension entre ces bornes, I est égal à C UC point. Très intéressant, notamment dans les exercices, d'utiliser cette relation directement. Si on est en régime stationnaire, c'est-à-dire avec des courants donc, continus, le condensateur va se charger et en fait il va se comporter comme un circuit ouvert. En régime par contre rapidement variable, le condensateur en quelque sorte n'aura pas vraiment le temps de réagir en fait, et lui il va plutôt se comporter à ce moment-là comme un court-circuit, c'est-à-dire qu'on pourra le remplacer dans un fil en régime rapidement variable, on pourra le remplacer par un circuit ouvert en régime continu. Chose importante pour un condensateur, il est capable donc d'emmagasiner de l'énergie, une relation que l'on établit donc pour cela. Quand un condensateur est sous une tension donc UC, lorsqu'il est chargé sous cette tension UC, l'énergie électrique est emmagasinée par celui-ci et donnée par la relation 1/2 de C fois UC au carré. Donc cette énergie donc électrique, ça c'est une relation qui est à connaître. Ensuite, donc, autre dipôle que l'on va rencontrer donc, très régulièrement donc, dans les circuits, c'est la bobine. Donc deux types de bobines, une bobine donc, idéale, d'inductance grand L, même chose, convention donc, récepteur pour ce composant, et la tension donc, au bord de la bobine est donnée par LDI sur DT. On remarque que cette tension sera d'autant plus grande que les variations d'intensité vont être élevées. Comme une bobine est constituée donc, d'un long fil électrique, il n'est pas étonnant que cette bobine a aussi donc une petite résistance électrique. Donc en réalité, pour le modèle réel de la bobine, vous allez avoir en série la bobine idéale avec un petit conducteur humide d'une petite résistance, petit r. C'est la longueur du fil qui fait effectivement donc cette résistance. Donc plus l'inductance de la bobine sera grande, plus la tension entre ces bornes sera grande, plus celle-ci va s'opposer aux variations d'intensité du courant électrique. C'est bien ça qu'il faut retenir, notamment pour une bobine. Une bobine s'oppose aux variations d'intensité du courant électrique dans un circuit. Même chose pour l'énergie emmagasinée par une bobine. Alors vous pourrez comparer donc l'énergie électrique et l'énergie magnétique pour une bobine. C'est très voisin, 1/2 de Li carré. Donc là, ça va dépendre effectivement de l'intensité du courant électrique qui traverse cette bobine. Attention, pour une bobine, on ne peut pas parler de stockage alors que les condensateurs sont bien utilisés donc, pour les stockages avec les supercondensateurs pour remplacer notamment donc, les batteries. Autre dipôle, donc les générateurs. Alors vous avez là aussi générateur donc, idéal. Alors on va parler ici que de générateur de tension. Lorsque celui-ci est idéal, ça veut dire que la tension entre les bornes du générateur va être une constante, quelle que soit l'intensité du courant électrique demandé. C'est ce qu'on peut représenter ici donc, par la caractéristique U en fonction de I. U est égal à E, quelle que soit la valeur de l'intensité. Ça, c'est le cas idéal. Alors, autant dire que ça n'existe pas. Hein, c'est une modélisation. Lorsque ça l'est un peu moins, donc les alimentations stabilisées que nous étudions, eh bien, il se passe qu'il y a une intensité maximale que cette alimentation peut débiter. Si le circuit qu'on est en train d'alimenter a besoin d'une intensité plus grande, l'alimentation se coupe, c'est-à-dire qu'on n'aura plus rien. Et pour les générateurs donc réels type pile, etc., ce que l'on peut faire en termes de modélisation, on peut considérer que c'est un générateur idéal en série avec une résistance, parce qu'en général, un générateur tel qu'une pile, etc., ben, ça chauffe quand on s'en sert. Et toujours pareil, dès que ça chauffe, il y a une modélisation avec une résistance, parce que puissance dissipée par effet Joule. Et là, donc, on a E quand on ne demande pas d'intensité, mais dès qu'on demande un peu d'intensité, eh bien, la tension entre les bandes du générateur a tendance à diminuer un peu. C'est une partie de l'énergie qui est dissipée par effet Joule, ce qui est représenté dans la caractéristique ici par la pente -R. Ça représente un générateur réel, et toujours la même chose, ça chauffe, d'où la présence effectivement donc, de la résistance petit r en série avec le générateur. Les associations de dipôles, donc ici donc, au programme, il y a à connaître avec deux dipôles, on pourra avoir une extension. R1 et R2 en série, c'est équivalent à une seule dont les résistances s'ajoutent. Et lorsque c'est en dérivation, c'est les inverses qui s'ajoutent. 1 sur R équivalente égale 1 sur R1 plus 1 sur R2.
Le pont diviseur de tension, ça c'est quelque chose qui est à connaître, hein. Donc c'est la même intensité qui traverse R1 et R2, c'est bien ça qu'il faut voir. Et à ce moment-là, on a UR2, donc la tension bande de R2 qui est égale à E fois R2 sur R1 plus R2. Donc ça c'est assez pratique. Et on a la même chose avec un diviseur de courant, où là il y a un nœud électrique et la dissociation, donc le courant en I1 et I2, et le courant qui va passer dans la branche 2, ici I2 est égal à I fois R1 sur R1 plus R2, donc ne pas se tromper. Et ça, la démonstration, c'est ce qu'on a vu donc dans le cours. Petite chose, pour R équivalent avec deux dipôles en dérivation, il peut être bien de retenir que c'est le produit sur somme, R1 R2 sur R1 plus R2. Ça peut être pratique, mais attention, ça n'est vrai que s'il n'y a que deux résistances en dérivation.